Bonsoir à tous. Dans ce petit complément de TD, on va revenir sur l'exercice 3 du TD8 qu'on a dû laisser de côté tout à l'heure. Et on va étudier une forme linéaire définie sur un espace vectoriel non nul, et on note H, le noyau de phi. La première chose qu'on nous demande de montrer, c'est que phi est surjective. Montrons que phi est surjective. Alors, il y a plusieurs façons de s'y prendre. La première, c'est de remarquer que... Bon, tout ce qu'on sait sur phi, c'est qu'elle est non nulle. D'un autre côté, si elle était nulle, le seul réel qui aurait un antécédent par phi, ce serait 0. Donc elle n'aurait aucune chance d'être surjective. Le miracle, en fait, ici, c'est qu'il suffit d'avoir une forme linéaire qui est non nulle pour qu'elle soit automatiquement surjective. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on montre ? Si on revient à la définition de la surjectivité, il faut qu'on prenne un réel alpha, par exemple, et on doit montrer qu'il a un antécédent par phi. Donc on cherche un vecteur U dans E, tel que phi de U, ça fait alpha. Par définition de la surjectivité, si j'arrive à faire ça pour n'importe quel alpha dans R, phi sera surjectif. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que phi est non nul. Donc il doit y avoir un vecteur V de E, tel que phi de V, ça fait pas 0. Sinon, pour tout V dans E, on aurait phi de V égale 0, et donc phi serait l'application linéaire nulle, et on a supposé que c'était pas le cas. Alors, le truc c'est que phi de V, ça fait pas 0, mais il n'y a pas de raison non plus que ça fasse alpha. Alors, comment on s'y prend ? En fait, on va faire quelque chose d'assez proche du cas dont on a déjà parlé plusieurs fois, où on cherche un vecteur qui a une norme spécifique. On avait vu que quand on a un vecteur dans un espace vectoriel normé et qu'on cherche... Quand on a un vecteur non nul dans un espace vectoriel normé, on peut le transformer facilement en vecteur de norme 1, en le divisant par sa norme, et ensuite on peut multiplier par n'importe quel réel positif pour obtenir un vecteur dont la norme est égale à ce réel positif. Là, on va faire un peu pareil, sauf qu'au lieu d'avoir la norme, on a phi. Donc si je fais V sur phi de V, j'ai le droit parce que phi de V est non nul. Alors, dans ce cas, phi de V tilde, phi de V, je sais pas combien ça fait, je sais que c'est non nul, mais c'est tout ce que je sais sur phi de V. Phi de V tilde, par contre, c'est 1 sur phi de V fois... C'est phi de 1 sur phi de V fois V. 1 sur phi de V, c'est un réel. V, c'est un vecteur. Et phi est linéaire. Quand j'ai une application linéaire, phi de lambda V, ça fait lambda fois phi de V. Donc ça, c'est égal à 1 sur phi de V fois phi de V. Simplification, simplification, ça fait 1. Donc phi de V tilde est égal à 1. Et du coup, comment je fais pour trouver un vecteur U tel que phi de U égale alpha ? Toujours en utilisant la linéarité de phi. Si on pose à U égale alpha fois V tilde, alors, comme phi est linéaire, phi de U, ça fait phi de alpha V tilde, ça fait donc alpha fois phi de V tilde, c'est là qu'on utilise la linéarité de phi, ça fait alpha fois 1,
donc ça fait alpha. Donc, pour tout alpha dans R, il existe un vecteur U dans E, tel que phi de U, ça fait alpha, donc phi est surjectif. Donc ça, c'est une façon de montrer que l'application, la forme linéaire phi est surjective. Une autre méthode, si vous avez des bons souvenirs de l'algèbre linéaire, c'est d'observer que l'image de phi, donc l'ensemble de tous les phi de U pour U dans E, c'est un sous-espace vectoriel de R. Or, des sous-espaces vectoriels de R, il n'y en a pas beaucoup. R, il est de dimension 1, donc ces sous-espaces vectoriels sont de dimension soit 0, soit 1. La dimension de l'image de phi, elle est inférieure ou égale à la dimension de R qui est égale à 1. Donc la dimension de l'image de phi, c'est soit 0, soit 1. Or, c'est pas possible que dimension de l'image de phi ce soit 0, parce que dans ce cas-là, l'image de phi, ce serait le singleton 0. Et ça, c'est pas possible. Dans ce cas, ça voudrait dire que phi de U égale 0 pour tout U. Et on a supposé que phi était non nul, donc ça, c'est impossible, car phi non nul. Donc la dimension de l'image de phi, ça fait 1. Donc l'image de phi est de même dimension que R, et l'image de phi est incluse dans R. La seule façon pour que ça se produise, quand on a un espace vectoriel inclus dans un autre, s'ils sont de même dimension, c'est qu'ils sont égaux. Donc imphi, c'est R tout entier. Tous les vecteurs, tous les réels sont l'image d'un vecteur par phi, donc phi est surjectif. Voilà, c'est une version plus algèbre linéaire de la surjectivité de phi. Alors, puisque phi est surjective, on peut prendre un vecteur U tel que phi de U égale 1. 1 a un antécédent par phi, on en a même construit un pour montrer qu'elle est surjective. Il faut que je montre que H et vect U sont supplémentaires. Donc, le deuxième point à faire, on prend un vecteur U tel que phi de U égale 1. Montrons que vect U et H, et le noyau de phi, sont supplémentaires dans E. Alors ça veut dire quoi déjà, ça, supplémentaire dans E? Supplémentaire dans E, ça veut dire qu'il y a deux choses à vérifier. Il faut montrer que l'intersection de vect U et de ker phi, c'est le vecteur nul. Et il faut qu'on montre que tout vecteur de E est la somme d'un vecteur de H de ker phi et d'un vecteur de vect U. Donc, première chose à faire, montrons que l'intersection de vect U et de ker phi, c'est le vecteur nul de E. C'est le singleton vecteur nul. Alors, comment on fait ça? On va prendre un x dans cette intersection. Le but du jeu, c'est de montrer que x, c'est le vecteur nul.
Alors, comme x appartient à vecteur u, x égale lambda fois u. Et d'un autre côté, comme x appartient à ker phi, phi de x, ça doit faire 0. Mais du coup, si je remplace x par son expression, x c'est lambda u, donc phi de x, c'est égal à lambda fois phi de u. Or, phi de u, notre hypothèse, c'est que ça fait 1. Donc ça, en fait, ça fait juste lambda. Donc, lambda égale 0. Donc, x qui est égal à lambda u, bah, il est égal à 0 fois u. Et donc, c'est le vecteur nul de e. Et donc, on a bien obtenu que vect u inter ker phi, c'est le singleton vecteur nul. La deuxième chose à montrer, pour montrer que vect u et ker phi sont supplémentaires, c'est que E égale H, donc ker phi, pardon, que E égale vect u plus ker phi. C'est-à-dire, bah, il faut qu'on montre que pour tout vecteur de E, on peut trouver un vecteur x, un vecteur y dans vect u, et un vecteur z dans ker phi, tel que x égale y plus z. C'est ça que ça veut dire, montrer que E égale vect u plus ker phi. Il faut qu'on trouve, pour chaque x dans E, un vecteur y et un vecteur z, y dans vect u et z dans ker phi, tel que x égale y plus z. Alors, on va commencer par faire l'analyse de ce problème. C'est un raisonnement par analyse-synthèse. On avait déjà parlé il y a fort longtemps quand on faisait de l'algèbre linéaire. Alors, analyse du problème. Si y et z existent, alors y est dans vect u, donc il existe un lambda dans R, tel que y égale lambda u, et z appartient à ker phi, donc phi de z égale 0, et x égale y plus z, donc x égale lambda u plus z. Donc, phi de x, ça doit être égal à phi de lambda u plus z, et comme phi est linéaire, ça nous fait lambda fois phi de u plus phi de z. Or, phi de u, bah, il fait toujours 1. Et phi de z fait 0, puisque z, on a supposé qu'il appartenait à ker phi. Donc, phi de x, ça doit être égal à lambda. Alors, phi de x, on le connaît parce que x, il est fixé. Celui qu'on cherche, c'est lambda. Donc, si lambda existe, c'est forcément égal à phi de x. Donc, il faut qu'on pose y
y égale phi de x fois u, parce que si lambda existe, alors on a vu que forcément lambda égale phi de x. Et du coup, z, du coup, il n'y a pas le choix. Si on veut que x soit égal à y plus z, si on veut que x soit égal à y plus z, il faut que z soit égal à x moins y. Donc il faut que z, ce soit x moins phi de xu. Donc si x et y existent, si y et z existent, alors forcément y c'est celui-là et z c'est celui-là. Donc il nous reste à vérifier que si je prends ce y et ce z, alors toutes les hypothèses sont bien vérifiées. On a bien y appartient à vect u, puisque du coup y c'est égal à 1 scalaire fois u. Avec cette définition, phi de z, c'est égal à phi de x moins phi de xu. Donc par linéarité de phi, ça fait phi de x moins phi de x, qui est un scalaire, donc je peux le sortir, fois phi de u. Or, phi de u, ça fait 1. Donc lui, il fait effectivement 0. Et enfin, si je fais y plus z, ça fait phi de x u plus x moins phi de xu. Et ça fait x. En même temps, on a fait en sorte. Donc on a bien trouvé pour chaque x dans E, un y qui est égal à phi de x fois u dans vect u, et un z qui est égal à x moins phi de xu, et qui est dans ker phi, tel que x égale y plus z. Donc E égale ker phi plus vect u, et puisqu'on avait l'intersection réduite à 0, on en déduit qu'ils sont supplémentaires dans E. Et c'est tout ce qu'on avait à montrer pour cette question. Tournons-nous maintenant vers la question petit b, où on va s'intéresser à la continuité de la forme linéaire phi. Parce que bon, jusqu'ici, ce qu'on a fait, c'est de l'algèbre linéaire, et je suis la première à dire que l'algèbre linéaire, c'est très sympa, mais c'est quand même pas le sujet de ce cours. Donc on va montrer que si phi est continu, alors son noyau est un fermé, et que si phi n'est pas continu, alors son noyau est dense dans E. Dense, ça veut dire que l'adhérence de H, l'adhérence de ker phi, doit être égale à E tout entier. Et remarquez que du coup, dans ce cas-là, H, le noyau de phi, ne sera pas fermé, parce que s'il était fermé, il serait égal à son adhérence. Donc on aurait H égale E, c'est-à-dire ker phi égale E, mais si ker phi était égal à E tout entier, alors pour tout u dans E, on aurait phi de u égale 0, et ça contredirait le fait que phi est non nul encore une fois. Alors, montrons déjà le premier point. Vous allez voir que c'est pas très difficile. Si je suppose que phi est continu, alors qui c'est ker phi? Ker phi, par définition, c'est l'ensemble des u dans E tel que phi de u égale 0. Alors pardon, u il est déjà fixé, c'est le vecteur tel que phi de u égale 1, donc je vais plutôt appeler ça x. C'est les x dans E tel que phi de x égale 0. Autrement dit, c'est phi moins 1 de singleton 0. Or, on a supposé que phi était continu.
et on sait que singleton 0, c'est un fermé de R. Donc ker phi, c'est l'image réciproque d'un fermé de R par la fonction continue phi. Donc c'est un fermé. Si je suppose maintenant que phi n'est pas continu. On va montrer que H est dense dans E. C'est-à-dire que H bar, le noyau, l'adhérence du noyau de phi, c'est E tout entier. Donc on dit que ker phi est dense dans E. Comment on fait ça? Ben, on doit montrer que pour tout vecteur x dans E, il existe une suite à xn qui vit dans le noyau de phi et qui tend vers E. Donc pour montrer que l'adhérence de ker phi, c'est E tout entier, je sais déjà que l'adhérence de ker phi, c'est inclus dans E. Ce qu'il faut que je montre, c'est que si x appartient à E, alors x est dans ker phi bar. Et pour ça, on va chercher une suite Vn, telle que pour tout n dans n, Vn appartient à ker phi, et Vn tend vers x dans E. Donc voilà, on cherche une suite du noyau de phi qui tend vers x. Alors, on a une indication. On va commencer par utiliser une autre suite, une suite yn, qui tend vers 0, mais telle que phi de yn égale 1 pour tout n. Et ensuite, on avisera et on essaiera de trouver la suite Vn à partir de la suite yn. Donc étape 1, on construit une suite yn telle que... Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut que yn tend vers 0. Et pour tout n, phi de yn est égal à 1. Alors, comment on va faire ça? Ben, on va utiliser la seule chose qu'on sait. On sait que phi n'est pas continu. Or, phi, si elle était continue, comme c'est une application linéaire, phi, c'est une application linéaire de E dans R, donc phi est continu, si et seulement si, il existe une constante C, telle que, pour tout x dans E, valeur absolue de phi de x, ici l'espace d'arrivée c'est R, donc la norme sur R, c'est la valeur absolue, soit plus petit que c fois la norme de x. Et la norme de x, on la calcule sur E. Donc, phi n'est pas continu, ça va donc être équivalent à la négation de ça.
on en déduit que, quelle que soit la constante c, il existe toujours un vecteur xc dans E, tel que phi de xc, c'est plus grand que c fois norme de xc. Oula. Supérieur strictement à c fois la norme du vecteur xc en question. Donc là, j'ai juste écrit la négation de la continuité. Donc même si j'essaye de majorer phi de x par une constante c très très grande, il y aura toujours un vecteur xc tel que phi de xc est encore plus grand. Alors, comment est-ce que je construis une suite à partir de là? Je vais essayer d'utiliser ça avec c égale n. Donc pour chaque n dans n étoiles, ou pour chaque n dans grand N, on utilise cette inégalité là, que je vais appeler étoile orange, avec c égale n. On obtient pour chaque n un xn dans E tel que valeur absolue de phi de xn, c'est plus grand que n fois la norme de xn. Pas la norme de... Si, c'est ça, la norme de xn, excusez-moi. Autrement dit, pour tout n dans n étoiles, si je divise par n de chaque côté, la norme de xn, c'est plus petit que 1 sur n fois phi de xn. Alors pourquoi ça m'aide? Du coup, si je pose... Alors déjà, on peut remarquer que du coup, phi de xn, c'est strictement positif. Valeur absolue de phi de xn, c'est strictement positif. Donc, si je note pour tout n dans n étoile, yn égale xn sur phi de xn, je rappelle qu'on cherche une suite telle que phi de yn égale 1 pour construire des vecteurs tels que phi de u égale 1 à la question 1. On avait utilisé cette espèce d'astuce de normalisation, là, donc là on fait pareil. On a alors phi de yn, c'est égal à phi de 1 sur phi de xn fois xn. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait à la question 1. Comme phi est linéaire, on peut sortir le scalaire 1 sur phi de xn. Et en simplifiant, on obtient que phi de yn, ça fait 1. Et pour montrer que yn tend vers 0, on va calculer la norme de yn. La norme de yn, c'est la norme du scalaire 1 sur phi de xn fois xn. Et par propriété de la norme, ça c'est 1 sur valeur absolue de phi de xn. Donc vous vous rappelez, quand on a la norme de lambda fois x, on peut sortir valeur absolue de lambda fois norme de x. Donc ici on sort le valeur absolue de 1 sur phi de xn. Mais xn sur phi de xn, c'est plus petit que 1 sur n. Donc yn tend vers 0 dans R. Ce qui revient à dire que yn tend vers 0, le vecteur nul, dans E. Donc phi de yn, ça fait 1, et yn tend vers le vecteur nul.
Et donc, on a réussi à construire la suite YN qu'on nous proposait de faire. Alors, étape 2, il faut qu'on construise, nous, une suite Vn qui tend vers x. Et là, on a une suite Yn qui tend vers 0, on pourrait se dire que c'est complètement hors sujet. Mais on va utiliser cette suite Yn pour construire la suite Vn qu'il nous faut. Donc, étape 2. Construction de Vn. Vn, il faut que ce soit une suite du noyau. Et il faut que Vn tende vers x. Alors comment on va faire ça? Dans l'indication, on nous suggère de nous inspirer de ce qu'on a fait à la question 1, quand on a montré que vect u, et donc u c'était un vecteur tel que phi de u égale 1, et on avait montré que dans ce cas-là, vect u et le noyau de phi étaient supplémentaires dans E. Donc on a ici une suite Yn telle que pour tout n, phi de Yn égale 1. Donc, d'après la question 1, d'après les résultats qu'on a obtenus à la question 1, pour tout n dans n, je crois que c'était dans n étoile qui a été défini Yn, d'après la question 1, pour tout n dans n étoile, E est égal à ker phi, somme directe, vect Yn. Et en fait, on avait obtenu mieux que ça. On avait obtenu la décomposition de tous les vecteurs dans, comme somme d'un vecteur de ker phi et d'un vecteur de vect u. On avait vu que pour tout x dans E, x, il était égal à x moins... qu'est-ce que j'avais dit? X moins phi de x fois Yn. Qui appartenait au noyau, plus phi de x Yn qui était dans vect Yn. Donc ça, c'est ce qu'on avait obtenu à la question 1. On avait obtenu que lui, là, il appartenait au noyau de phi. Et lui, il appartenait à vect Yn. Mais du coup, maintenant, lui, là, on sait que Yn, ça tend vers 0. Donc phi de x fois Yn, phi de x c'est un scalaire qui est fixé parce que x il bouge pas. Donc phi de x fois Yn ça va tendre vers 0. Donc lui il a une tête à tendre vers x tout en restant dans phi. Donc posons Vn égale x moins phi de x fois Yn. On a alors pour tout n dans n étoile, juste pour vérifier que phi de Vn, ça fait bien 0. Phi de Vn, du coup, c'est phi de x moins phi de x Yn. Par linéarité de phi, ça c'est égal à phi de x moins phi de x fois phi de Yn. Et phi de Yn, ça fait 1. Donc finalement, on a phi de x moins phi de x. Et ça fait 0. Donc pour tout n dans n étoile, Vn appartient à ker phi. C'était la première propriété qu'il nous fallait. Et la deuxième, il faut que Vn converge vers x dans E avec sa norme. Donc ici, on a Vn moins x en norme. Si je fais Vn moins x, ça me laisse moins phi de x fois Yn.
qui est égal à valeur absolue de phi de x fois norme de yn. Et norme de yn, on a vu juste au-dessus que ça tendait vers 0. Donc la norme de Vn moins x tend vers 0, donc Vn tend vers x dans E, dans l'espace vectoriel normé E. Donc au final, on a montré que pour tout x dans E, il existe une suite Vn dans le noyau de phi qui tend vers x. Donc ker phi. Donc x appartient à ker phi bar. Et comme ça c'est vrai pour tout x dans E, on en déduit que ker phi bar est égal à E. Le noyau de phi est dense dans E. Et en particulier, ker phi n'est pas fermé, puisque s'il était fermé, il serait égal à son adhérence, et donc on aurait ker phi égale E, et dans ce cas-là, phi serait l'application linéaire nulle, ce qu'on a exclu depuis le début. Et je crois que c'est tout ce qu'on avait à faire dans l'exercice 3. Je vous remercie de votre attention.